Et on commence par un premier film, c'est Her. C'est Her, donc le dernier film de Spike Jonze, qui est dans salle depuis déjà pas mal de temps, mais bon, que voulez-vous, j'ai pas trouvé le temps de le voir jusqu'à la semaine dernière. Bref, donc c'est donc un film de Spike Jonze, le réalisateur à l'origine de clips et de spots publicitaires, mais qui a réalisé sur grand écran Max et les Maxi-Monstres, adaptation, et surtout Dans la peau de John Malkovich, son premier long métrage, son chef-d'œuvre. Alors Her, c'est avec Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, mais surtout Joaquin Phoenix, avec une superbe et saillante moustache, et la voix de Scarlett Johansson. Alors ça se passe dans un futur proche, les ordinateurs et les systèmes automatiques sont partout, Joaquin Phoenix, alias Theodore Tumble, je vais le dire en français la prochaine fois, Oh là là. Theodore Tomble, dont le job est d'écrire des lettres d'amour, de remerciements, etc. pour le compte de personnes qui n'ont plus le temps d'écrire, vient de se faire larguer par sa femme Catherine, Rooney Mara. Alors il est triste, mélancolique, il sombre dans la solitude et surtout s'ennuie. Jusqu'à ce qu'apparaisse sur le marché une nouvelle sorte de système d'exploitation doté d'une intelligence artificielle à la pointe de la technologie, l'OS One. Alors cette OS que Theodore a choisi féminin s'appelle Samantha et en plus a la voix de Scarlett Johansson. Alors progressivement, le Joaquin moustachu et la Scarlett électronique vont tomber amoureux. Voilà pour le pitch de base, s'il est plutôt intéressant en soi, même s'il n'est pas à la base foncièrement original, puisque l'amour homme-machine, c'est un truc que depuis Isaac Asimov on connaît, dans la littérature, mais aussi un peu dans le cinéma, avec Eva de Kike Mayo par exemple, récemment. Bon, la manière dont c'est traité avec cette idée d'OS est en fin de compte assez réaliste et plutôt novatrice. Alors commençons par les trucs bien, le futur proche montré semble très réaliste. Les OS contrôlent tous les appareils et répondent à une commande vocale, ce qui semble aller dans le sens de l'évolution technologique qu'on traverse actuellement. Ensuite, ce futur où la technologie est omniprésente n'est ni montré avec un jugement pessimiste, ni un espoir optimiste. Il n'y a pas de jugement de valeur sur la place de la technologie dans les environnements humains, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Puisque depuis Asimov, mais surtout Ray Bradbury et son Fahrenheit 451, l'évolution technologique, et plus précisément l'intelligence artificielle, est montrée au cinéma et dans la littérature quasi systématiquement comme une mauvaise chose qui va conduire à la fin de l'humanité. C'est normal, c'est le cas. C'est le cas, tu Bah trouves ? oui, bien sûr. Voilà, moi je ne trouve pas forcément. C'est un long débat. En tout cas, de Blade Runner à iRobot, le futur avec des robots en général, c'est pas la joie pour la SF. Ici, c'est plutôt le contraire, puisque dans un film traditionnel, quand un personnage tombait amoureux d'une machine, ça scandalisait tous ses contemporains. Ici, non, à part son ex-femme, tous les autres soit s'en foutent, soit sont plutôt contents pour lui. Voilà, un film qui nous montre un futur optimiste, ça fait du bien en tout cas, voilà, ça change. Et un futur qui semble en plus assez plausible, pour sa vision de la technologie déjà, mais aussi par exemple pour la place du jeu vidéo. Alors ça vous semblait peut-être un peu secondaire, mais le jeu vidéo a une place centrale dans le film. Theodore joue beaucoup et son amie Amy Adams, est testeuse de jeux vidéo. Preuve s'il en est que dans ce futur-là, le jeu vidéo s'est enfin débarrassé de ces stéréotypes qui faisaient de lui un média de niche, les geeks, les nerds, etc., pour devenir un objet culturel, artistique et en tout cas de divertissement commun, utilisé par tous, à l'instar du cinéma ou de la télévision. Une évolution, pour faire un peu d'histoire, qui n'est pas si éloignée de celle du cinéma, qui fut longtemps méprisée au profit du plus noble théâtre, et que connaîtra sans nul doute le jeu vidéo. Une évolution qui nécessitera un changement de dénomination, celle-ci étant trop restrictive, rappelons également que le cinéma, avant de s'appeler comme ça, se nommait le cinématographe. Il n'est donc pas un hasard si le mot jeu vidéo, video games, en tant que tel, n'apparaît pas dans Her. Outre ça, les habitants de ce Los Angeles futuriste ont des looks que n'aurait pas renié Tom Selleck ou Manuel Valls, chemise à flancs à manches courtes, de couleur, unie, rentrée dans un pantalon remonté jusqu'au nombril, pantalon en lin, coupe droite, très 50s, et bien sûr la moustache, portée avec allure par tous les hommes en âge d'en avoir. Alors quand on voit comment la mode évolue, nous sommes passés du flashy au vintage en même pas 20 ans, cette proposition vestimentaire a le mérite de proposer une mode pour dans 20 ans. Là où 99% des films de science-fiction passent outre, habillant leurs personnages soit selon la mode actuelle, soit en créant un futur selon la vision du futur à l'époque où le film est réalisé. C'est ainsi que le méga kitsch se crée, prenez par exemple Retour vers le futur 2, qui se passe en 2015. Voilà, ça ressemble pas trop à ça, 2014-2015. Mais en plus, cette mode d'inspiration rétro sans être vintage semble plutôt plausible et réaliste. Voilà, deuxième bon point. Passons maintenant au mauvais point. Alors déjà, si paradoxalement, comme on l'a vu, cette vision du futur semble très réaliste, il y a quand même quelques petits trucs qui clochent. Par exemple, Theodore entend pour la première fois parler de l'intelligence artificielle pour OS dans une pub quand il se balade dans une espèce de centre commercial. Et c'est vraiment bizarre qu'il n'en ait pas entendu parler avant, tellement l'apparition de ce nouveau système d'exploitation, à l'instar de l'iPhone pour notre ère, va révolutionner la société. Or vous vous souvenez, quand le premier iPhone, quand le premier smartphone est apparu, c'était pas pouf, surprise, on vient d'inventer le premier smartphone, il est dans vos rayons depuis 2 jours.
Non, on a entendu parler longtemps avant. Tout le monde avait un peu son avis sur la question. Il y avait les sceptiques et ceux qui attendaient déjà devant l'Apple Store 2 mois avant qu'il soit mis en vente. Et s'il restait encore un produit rare, puisqu'il faudra attendre un 2008 avec l'iPhone 3G et l'explosion de la concurrence pour qu'il devienne vraiment un produit de plus en plus courant, dès sa création, presque tout le monde le connaissait. Il existait avant d'exister. Il faut dire, avec les médias de communication que nous connaissons aujourd'hui, l'effet de surprise aurait été vraiment surprenant. Et puis Théodore, c'est pas comme s'il vivait en ermite. C'est un gars moderne, connecté. On comprend pas pourquoi est-ce qu'il en a pas entendu parler avant de cette OS. Alors, c'est sûr, c'est un effet qui est bien plus cinématographique, et on lui pardonne à Spike Jonze d'avoir là-dessus cédé à la facilité. Mais du coup, c'est un peu gênant. Mais bon, il y a plus grave. Déjà, le gros point noir du film, c'est tout bête, mais on s'ennuie. Il y a des demi-heures de temps mort. Il y a beaucoup de scènes où il se passe pas grand-chose, pas de choses formidablement intéressantes. S'il y a des demi-heures de temps mort, il reste plus grand-chose du Ah film. ouais, mais le film est long. Ça en fait au minimum 2. Le film est long. Et si c'est certes sur le long terme que se noue une vraie relation amoureuse, il fallait certainement ne pas précipiter les choses et faire comprendre aux spectateurs que le temps s'écoule, ça se fait pas en 2-2 ce qui se passe. Mais quand même, il y a d'autres manières de montrer que de faire un film sentimental de 2 heures 6 minutes. Parce que franchement, quand Harry rencontre Sally, c'était très bien et ça durait qu'1h36. Car oui, l'autre truc un peu gênant, c'est qu'en fin de compte, c'est une romance sentimentale assez classique. Sauf que ça se passe un peu dans le futur et avec une machine. Mais en fin de compte, Théodore, il a pas de problème particulier avec les femmes, il plaît, il sait séduire. Il se trouve qu'il tombe amoureux d'un robot. Bon, mais il aurait pu tomber amoureux de n'importe qui d'autre, ça aurait été presque pareil. Certes, il y a une rapide réflexion sur la machine intelligente, surtout à la fin, mais ça reste assez secondaire et pas assez exploré. On est assez loin des thématiques attendues de l'ultra-moderne solitude. Quoi qu'on en dise, Théodore n'est pas seul, il a des amis, il rencontre des femmes, il a des aventures. Le problème du désespoir affectif dans un monde de l'ultra-communication n'est pas du tout abordé, et je trouve un peu dommage. Voilà, vous l'avez compris, j'ai été un peu déçu. Ça commençait bien, ça s'annonçait bien, mais à mon sens, Spike Jonze n'est pas allé assez loin dans les thématiques qu'il souhaitait explorer. Pourtant, le sujet offrait matière à l'explorer et aller plus loin qu'un simple drame sentimental avec une intelligence artificielle. C'est un peu dommage. Je lui mets un 6 sur 10. Verdict 6 sur 10. Verdict 6 sur 10. Donc voilà. Voilà, c'est bien, mais Bof, pas top. bof, quoi, hein. Petite moyenne. Petite Voilà, moyenne c'est ça, petite moyenne. pour Her de Spike Jonze. Le temps de boire un coup, Le et temps de c'est boire un coup, parti et pour c'est parti pour une deuxième critique. deuxième critique d'apprenti gigolo. Voilà, apprenti gigolo, finding gigolo en VO, qui veut dire gigolo décoloré. Donc c'est à peu près l'inverse du titre français. Pourtant, les deux titres, apprenti gigolo, finding gigolo, sont plutôt assez justes pour décrire le film. Alors, c'est le 6e film de John Turturro, mais de loin celui qui a bénéficié du plus de com, avec peut-être Romance and Cigarettes en 2005. Alors John Turturro, on le connaît surtout pour être un comédien. On se souvient principalement de lui chez les frères Coen, dans Miller's Crossing, Barton Fink, Oh Brother, ou encore son fameux rôle de Rezus dans The Big Lebowski. Et bien entendu, il joue également dans ce film. Alors face à lui, on a Sharon Stone, Sofia Vergara, Liev Schreiber. Vous savez, Liev Schreiber, c'était le demi-frère de Wolverine dans X-Men Origins Wolverine, entre autres. Oui, non, il y a le Oui. cirque qui Voilà, passe, le c'est cirque. pas grave. Voilà. Tout va bien. Quelqu'un n'est pas content. Allez non, au ouais. cirque. Voilà, Liev Schreiber. cirque Zavata à Strasbourg. Voilà, publicité. En tout cas, il y a voilà, Liev Schreiber, il y a aussi Vanessa Paradis qui lance sa carrière américaine avec ce film, et bien sûr Woody Allen qui a un rôle, assez Woody Allen. Car oui, vous verrez, à quelques exceptions près, ce film aurait pu être réalisé par Woody Allen, qu'on n'aurait pas vu la différence. Ça se passe dans le quartier juif de Brooklyn, un vieux libraire, Murray, Woody Allen, doit fermer sa librairie. Il se fait aider par son ami et voisin Fioravante, John Turturro, un fleuriste d'origine espagnole. Ils ont tous les deux des problèmes d'argent, mais Murray a entendu de la part de sa dermato qu'elle aimerait bien faire un ménage à trois, pour reprendre la charmante expression du film. Alors elle lui demande s'il connaît quelqu'un, et bien sûr Murray pense à Fioravante. Sauf que ce dernier, qui se trouve vieux et disgracieux et qui trouve l'idée légèrement amorale, réchigne au début, et puis finalement accepte, contre un petit paquet de dollars, de participer à cette aventure. Ainsi, de fil en aiguille, contre rémunération, il apportera du réconfort à des femmes riches en manque d'affection. Et bien sûr, Murray, qui s'occupe de trouver des clientes, touchera une petite commission. C'est donc officiel, Fioravante est le prostitué et Murray son Mac. Voilà pour le pitch de base. Oui, Oui, il y a un problème. il y a un... Oui, Non, pas du tout. Non, mais Continue, ok, continue, d'accord. je n'ai rien compris, moi. D'accord, rien compris non plus. Alors, donc voilà pour le pitch de base. Bien sûr, tout ça, ça va se compliquer. Alors, tout d'abord, c'est une situation de base qui est très drôle. Ils n'ont pas du tout la tête de leur fonction, et c'est déjà en soi un bon prétexte à l'humour. Imaginez Woody Allen en Mac et John Turturro en pute de luxe, il y a comme quelque chose d'un peu Ah ouais. bizarre. Et de l'humour, eh ben il y en a pas mal.
C'est à nouveau très Woody Allen, hein. On est vraiment à 100% dans ce qu'on appelle l'humour juif, celui de Woody Allen donc, mais celui aussi des frères Cohen dans certains films, Serious Man par exemple, et bien sûr celui de John Turturro, même s'il vient d'une famille catholique. En fait, l'humour juif, hein, c'est pour faire vite la capacité des juifs à rire d'eux-mêmes, à mêler d'un sens aigu de l'absurde, tout en s'inscrivant dans une réalité moderne et très concrète. Alors, le cœur du quartier juif de New York, c'est Brooklyn. C'est là qu'a grandi Woody Allen. C'est là qu'a grandi aussi John Turturro. Et c'est là que se passe le film. Donc, même sans être juif, et d'ailleurs John Turturro en joue dans le film, Turturro connaît bien cet humour-là et sait l'utiliser. Il faut dire que les films de l'âge d'or de Woody Allen sont aussi bien présents dans sa tête. Alors, à quelques nuances près, puisque la fatalité inhérente à l'œuvre de Woody Allen, souvenez-vous, hein, ça se finit toujours de manière un peu bizarre. C'est pas le désespoir complet, mais c'est pas un happy ending, les films de Woody Allen. Ça, c'est moins présent ici. Globalement, c'est un film un peu plus positif. Alors, il y a une atmosphère générale très agréable dans laquelle baigne le film. On rit jamais vraiment aux éclats, on est toujours un peu en train de sourire. C'est assez drôle ce qui se passe. C'est positif et en plus, il y a une super BO, un peu jazzy rétro comme ça, avec du Dean Martin, du Gene Ammons ou encore du Dalida. Car oui, à l'instar de Woody Allen, John Turturro aime la France. Murray s'achète des baguettes, il y a plein de chansons françaises, et puis il y a des actrices françaises, dont bien sûr Vanessa Paradis. Et là c'est plutôt une surprise, Vanessa Paradis est vraiment époustouflante dans ce rôle à des années-lumière de ce qu'elle a joué auparavant. Elle joue ici la veuve d'un rabbin, juive assadique. Elle a toujours vécu dans le quartier juif de Brooklyn, le judaïsme est toute sa vie, mais elle peine à faire le deuil de son mari quelques années après sa mort. Car au-delà d'être une simple comédie, Apprenti Gigolo aborde aussi des thèmes un peu plus lourds et offre des moments assez émouvants. Enfin, tout ça se passe dans un contexte pas très souvent traité au cinéma, en tout cas de cette manière, une communauté juive ultra-orthodoxe de New York, qui possède même sa propre police de proximité, avec le super agent Dovi, joué par Liev Schreiber, qui assure la sécurité du quartier et qui porte à la fois la kippa, les franges rituelles et l'uniforme du New York Police Department. Bref, un film qui n'est pas sans rappeler le cinéma de Woody Allen, même si c'est parfois un peu trop, mais heureusement il n'en garde que les bons côtés. Alors certes c'est pas la comédie du siècle, le scénario est parfois un peu trop mécanique, on sent un peu l'enchaînement des événements alors que tout devrait couler de source, mais les acteurs sont bons et on passe globalement un bon moment. C'est léger, agréable et je lui mets un 7,5 sur 10. 7,5 sur 10 pour l'apprenti gigolo avec la Police Department. Police Department. Tu l'as super bien t'as vu ça prononcé quoi. Ah, mais je La me grande préparais, classe. pendant une demi-heure je faisais Police Department. Ouais, Voilà, mais- attends. c'était ça que tu faisais. Voilà, c'est ça. Ok, dans les toilettes, on s'agit pas. Bien joué. Donc 7,5 sur 10 pour l'apprenti gigolo. Film à voir du coup. Enfin, Ouais, allez le voir, allez c'est le pas voir. mal. Voilà. Et du Bon, coup, faut pas détester Woody Allen, hein. Si on déteste Woody Allen, c'est pas la bonne idée. Mais si on aime bien Woody Allen, c'est sympa, ouais. voilà. C'est vrai que c'est un film, tu peux choisir. Woody Allen. D'accord, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Tu peux choisir. On va. Tu peux pas choisir Woody Allen, il est imposé. Ouais, dans le il est, film. il est imposé. Il est imposé. Il n'y a ouais. pas une sélection à Il n'y a l'entrée. pas sélection des acteurs. Non. Mince. Ça, ils font C'est pas dommage. encore. C'est une idée quand même. Mais c'est à une idée à développer. Ouais. Tout à fait. Voilà. On va continuer l'émission avec le box-office. Le box